Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode, jour de Noël d'ailleurs, joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année jusqu'au 31. J'espère que vous profitez bien, que pas mal parmi vous sont en vacances. Et vu que les bourses sont fermées aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet qui dirige pas mal de mes investissements. Et c'est une vidéo qu'on avait fait un petit peu dans le même style, bah, il y a un an du coup, sur les secteurs en changement, ce qui dirige un petit peu les secteurs sur lesquels j'aime m'exposer, les entreprises que je surveille, etc. Les grandes tendances de fond que je vois personnellement. Et donc on va refaire le point aujourd'hui, un an après, et on va parler de pas mal d'entreprises, Nvidia, Tesla, Google, Amazon, Novo Nordisk, Inc., LifeMD, et des secteurs, aussi bien l'automobile, l'industriel, l'intelligence artificielle, la santé, la distribution. Donc voilà, pas mal de sujets. Pour information aussi, pour les membres programmes et la communauté, on a fait une vidéo quantitative hier avec 4 actions, The Trade Desk, Pagaya Technologies, Xiaomi et Netflix. C'est des vidéos dans lesquelles je regarde en 5 à 10 minutes les chiffres, comme on le fait aussi sur YouTube. J'essaie de trouver un prix cible à payer, etc., en faisant des hypothèses. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme d'habitude, vous avez en description, ça donne accès à toutes les vidéos en dehors de YouTube. On avait fait un live dimanche dernier. Je nous prépare une grosse vidéo de bilan pour le début de semaine, bilan de l'année, les leçons, etc. Mes achats, mes ventes, portefeuille, bref, tout est en description. Et évidemment, il s'agit en aucun cas conseil en investissement. Je partage mes schémas, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque. Je vais commencer avec des entreprises comme Google, Nvidia et Tesla. Et malgré que ce ne soit pas tout à fait les trois mêmes entreprises, je vois beaucoup de points communs qui fait que je peux en parler dans le même slide, dans la même page de présentation. On est vraiment, notamment quand on parle de l'automobile et des transports de façon générale, sur deux mondes qui s'affrontent. Je vois vraiment l'ancien et le nouveau monde. Pensez consumer électronique, ça j'en ai déjà souvent parlé, contre industriel du siècle d'avant. Euh, pour moi, et c'est une vision que je partage ici, les véhicules vont devenir de plus en plus comme des iPhones sur roue, donc des consumer electronics, même jusqu'aux méthodes de fabrication. J'avais fait une longue vidéo là-dessus à l'époque, très technique sur voilà, pourquoi, pour moi, une voiture électrique pouvait avoir aussi des avantages sur la fabrication avec moins de pièces, moins d'entretien, etc. sur le long terme. Mais ça, c'est qu'une petite partie de l'histoire. D'ailleurs, si j'étais exposé sur Tesla seulement pour les voitures, bah, je n'aurais pas Tesla en portefeuille. Et du coup, je l'ai parce que je vois vraiment ces produits et le transport de demain comme des produits technologiques et même, je parle de plus en plus du transport comme un service. Donc, transport as a service, de la même façon qu'on a les logiciels en tant que service à la location, où on paye pour ce qu'on consomme. Je pense que le transport pourrait aller de plus en plus vers ça. Et on a un an après, et je confirme ma vision des choses sur le fait que le secteur est en train de changer, de vivre des changements profonds. Et je dois m'y exposer en conséquence. Pensez Google, que j'ai en portefeuille, qui possède Waymo, FSD, la conduite autonome de Tesla, et j'ai mis dans le panier aussi Nvidia, parce que qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, ou de beaucoup d'acteurs, eh bien, toutes ces nouvelles technologies sont en grande partie possibles grâce à la puissance de calcul amenée par les serveurs, dans le cloud notamment, et merci Nvidia, parce que sans Nvidia, ce ne serait pas possible. Et c'est des entreprises que j'ai en portefeuille. Aujourd'hui, je les achète plus, on peut aller voir quelques positions d'ailleurs si ça vous intéresse, on peut aller regarder Tesla, je contrôle 135 actions. Je pourrais en acheter 100 de plus fin 2026 à 200 $ pièce. On verra si j'exerce ou pas. Pourquoi pas. Mon Google, pareil, j'ai ma position que je conserve. Et Nvidia, c'est une toute petite position. J'aimerais qu'elle soit beaucoup plus grosse. Mais aujourd'hui, elle est un tout petit peu trop chère. Cependant, et je tiens à le dire, on n'est pas sur des valorisations qui me choquent. Euh, C'est-à-dire que si je prends aussi bien Nvidia que Google, ça peut aller très vite en bourse et une petite correction, par exemple, pour vous montrer Nvidia, peut rapidement revenir sur les 100, 110, 120. Après, chacun aura son propre prix cible, ça dépend de votre analyse, de vos projections, mais à moins 30%, 35%, c'est pas quelque chose d'inenvisageable en bourse. Donc j'hésite pas à être patient. J'ai pas le sentiment de rater le train. Je trouve même qu'on est plutôt au début. Il y a plein de dossiers qui sont achetables dans ces secteurs. En ce moment, un petit peu moins parce qu'il y a eu de l'engouement. Mais tout ça, c'est du court terme. L'offre et la demande, sur le long terme, elle vient réguler et ces entreprises, peut-être qu'elles peuvent recorriger, on ne sait jamais, ne jamais dire jamais. Et c'est ce que je vous dis, évidemment, tout a un prix. Euh, et à long terme, j'ai pas de raison, par contre, de vendre mon Nvidia, mon Google, mon Tesla. Ça va vite et ça peut vite baisser. D'ailleurs, je voulais vous montrer aussi quelques graphiques ici. Enfin, un graphique que je me suis mis en bas. Vous avez les chiffres d'affaires. Donc, je vais vous les afficher. Attendez, après, je vous remettrai les marges brutes. Voilà, je vous ai mis Nvidia. Vous voyez la croissance annuelle composée de plus de 40% depuis 10 ans.
Google, 18%, Tesla, 37% par an. Et le 10 ans, c'est le logiciel qui choisit, hein, je m'amuse pas à le choisir, c'est tout le temps sur 10 ans. Ford, moins de 3%. Et je voulais vous montrer aussi les marges brutes. Donc, vous savez que quand je fais mes analyses, j'aime vraiment souvent démarrer en haut du compte de résultat et ça tombe bien, bah, tout en haut, c'est le chiffre d'affaires et les marges brutes que je viens, d'enlever. Désolé, on est, sur une vidéo dans laquelle il y aura peu de coupures. Et voilà, bah, marge brute, récemment, de Nvidia 70%, Google 60%, Tesla 17% pour la fabrication. Et évidemment, bah, ils ont pas que de la fabrication. Je serais pas sur Tesla si seulement ils faisaient des voitures, ils font beaucoup d'autres choses, on en a déjà parlé. Et Ford, bah, c'est plus compliqué. Quand on fait 100 € de vente, il reste 7 € dans la poche. Il faut encore payer les ingénieurs, et cetera. Et j'espère vraiment que ça ira pour eux parce qu'il y a beaucoup d'emplois, mais le secteur du transport dans son ensemble, pour moi, il va avoir beaucoup de changements. Et donc je conserve mes 3 positions, Google, Nvidia et Tesla. Et je pourrais racheter si ça corrige. Et j'ai beaucoup acheté, comme vous le savez, pendant l'épaisse d'il y a un an. On continue. On va parler d'Amazon. Entreprise qui, sur la valo actuelle, ne me choque pas, je le dis déjà. On me dit oui, il n'y a plus rien à acheter, etc. dans l'IA. Bah, franchement, Amazon, chacun fera ses propres analyses. Mais je peux comprendre que des personnes rentrent dessus. Personnellement, vous connaissez mon principe, je l'ai montré dans d'autres vidéos, on n'est pas loin. Et des fois, je me dis à quelques pourcents près. Dans la baisse, là, il y a quelques semaines, quand elle avait tapé les 220 et quelques, j'avais repris un petit peu mon DCA. Voilà, chacun fera ses propres chiffres, ses propres analyses. Mais personnellement, quand je fais mes projections sur les operating cash flow, et d'ailleurs, vous voyez là-haut, c'est encadré en rouge et c'est encadré en rouge aussi ici, c'est une entreprise sur laquelle je ne me concentre pas sur la rentabilité à court terme. C'est pour ça que je ne fais pas une projection, je ne regarde pas un PER ou un prix par rapport au flux de trésor, c'est pas très exploitable. Et je vais d'ailleurs vous montrer le graphique là. On se rend compte quand même, hein, d'Amazon, c'est impressionnant. Je suis très content de l'avoir en portefeuille et j'aimerais en acheter plus si ça baisse un peu, avec plaisir. D'ailleurs, j'avais acheté, je disais, pendant la baisse là, il y a quelques semaines, quelques jours, et puis les dates exactes en tête. Cash issu des opérations, 130 milliards en 12 mois glissants. CAPEX, donc investissement, bah, notamment chez eux dans les hangars, moyens de transport pour les colis, évidemment aussi beaucoup le cloud avec AWS, les serveurs de calcul. 120 milliards de CAPEX. Marge opérationnelle 11% et marge opérationnelle qui monte récemment. Et ce qui est impressionnant sur ce business, et c'est ce que je dis à chaque fois dans mon analyse, qu'est-ce qui se passe le jour où ils n'ont pas pratiquement tout le cash ici des opérations qui part en CAPEX? Regardez, 130 milliards en 12 mois glissants, 120 milliards qui repart. Donc forcément que si vous regardez le price to free cash flow, voilà, vous comprendrez et vous tirerez vos propres conclusions. Pour moi, c'est pas exploitable. Chacun fait ses projections comme il veut, ses analyses comme il veut, mais regarder un PER, ça fait assez peu de sens pour moi sur une entreprise qui ne cherche pas à être profitable. Ma vision des choses. J'ai aucun problème à avoir une entreprise comme Amazon profiter de ces changements non plus. Pensez évidemment à AWS avec l'IA, les serveurs de calcul, le cloud qui est en explosion chez beaucoup d'entreprises, chez Microsoft, chez Google aussi. Mais aussi pensez robotisation dans les hangars pour la partie livraison colis Amazon, qui n'est pas la partie la plus rentable du business, clairement. Pensez aussi à la publicité. C'est une très grosse entreprise de publicité Amazon. Ils ont énormément de données clients. On achète chez eux et ils peuvent implémenter de l'IA pour aller mettre les bons produits devant les bonnes personnes. Et quand vous utilisez Amazon, d'ailleurs, vous remarquez à quel point Amazon est doué pour vous montrer les choses que vous avez envie d'acheter. Donc voilà, la valorisation, comme je vous le disais, elle ne me choque pas, sans même parler des chiffres et du business en lui-même. C'est une très belle entreprise que je suis content d'avoir en portefeuille et que je n'hésiterai pas à acheter plus, surtout si on venait à retracer avec des peurs autour de l'IA. Et le dernier pan dont je voulais vous parler, dernier secteur pour moi sur lequel ça bouge beaucoup, bah, c'est la santé. Et c'est un secteur qui, enfin, il y a 2 points pour moi dans ce secteur. Premièrement, ça répond mal aux besoins patients. C'est très difficile, selon les pays. J'ai beaucoup voyagé, je voyage beaucoup et j'ai fait, enfin, j'ai eu affaire à la médecine dans plein de pays. Il y a des pays où le médecin n'est pas facile à voir, d'autres pays où il est facile à voir mais ça coûte cher. Il y a des pays où ça va vite, des pays où ça va moins vite. Il y a des pays où le prix est connu par avance, des pays où on ne sait pas trop combien on va payer. Et les systèmes, bah, au final, c'est pas facile, je trouve. Et quand vous avez des entreprises qui sont en train d'essayer de disrupter le fait qu'il y a parfois des choses qui tournent pas comme on aimerait, ou en tout cas comme le patient aimerait, bah, j'aime beaucoup ces entreprises. Tout le secteur souffre en ce moment. Alors, pas tout, vous avez Eli Lilly qui va bien, c'est au cas par cas, mais ce que je veux dire dans l'ensemble, c'est que c'est un secteur en changement dans lequel on a du mal à comprendre. Je sais que IMSS, c'est une entreprise que je pense
ma vision des choses, que le marché a du mal à valoriser. Et elle est très très volatile, donc je pense que pour pas mal de personnes aussi, c'est pas ultra simple à valoriser. La FMD pareil, Novo Nordisk aussi, et d'ailleurs j'avais parlé de Novo, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Honnêtement, je pense que la valo, enfin, faudrait que ça baisse encore un peu pour moi, mais je sais que certains parmi vous en achètent, on en parle dans la communauté, et je vous comprends. Donc voilà, très difficile pour moi de comprendre l'avantage d'un laboratoire par rapport à un autre. Là, je vais vous le dire. C'est-à-dire que pourquoi Novo Nordisk est mieux que Eli Lilly, etc. sur les médicaments. Certes, j'ai une formation quand même, voilà, j'ai fait pas mal de chimie en maths sup, maths spé, je fais beaucoup de mathématiques et tout, mais je suis pas médecin, donc c'est difficile pour moi de comprendre. Et pourtant, malgré ça, je passe énormément de temps à écouter des podcasts sur les peptides, de la même façon que vous irez voir ce qui se passe chez Genmab sur les cancers et je vais pas en dire plus parce que ça m'énerve quand je vois qu'ils ont des traitements et qu'après ça rembourse pas, etc. Ou que ça rembourse que si les autres traitements n'ont pas marché. Il y a beaucoup de lobby aussi dans ce secteur. Et j'aime bien l'idée d'avoir des entreprises qui vont s'attaquer à tout ça pour essayer de donner plus de valeur aux patients parce que, je ne répéterai jamais assez, le haut du compte de résultat ne ment pas quand il y a de l'adoption parce qu'une entreprise répond à un besoin. Bah, en fait, c'est début et fin de l'analyse, entre guillemets, c'est là où tout démarre et c'est là où tout finit, l'adoption produit. Ce que je vous montrais tout à l'heure sur les chiffres d'affaires et l'évolution, quand vous regardez Google, Nvidia, Ford et Tesla. Donc voilà. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je suis content de m'exposer à ce secteur en grand changement via des entreprises que je comprends un peu mieux. Aller, par exemple, mettre un médecin devant un patient et que ça aille vite déjà, et ensuite proposer un traitement et ne payer que bah, si le traitement correspond, euh, voire facilement du médecin. Pareil, des traitements innovants. Ce qui se passe sur le monde des peptides, c'est impressionnant. Et ça va très très vite. Je vous ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, on va pas passer trop de temps, même si c'est une vidéo où je pense que vous voyez, je suis en live et je raconte un peu ma vie. Euh, voilà, on a eu Terzipitide, Liraglutide, etc. Certains qui tombent dans le monde public. Maintenant, on a Retatrutide qui est déjà en train d'être analysé. Ça va très vite. Et si vous regardez les médicaments qui sont pas en train d'être approuvés en phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, vous avez très souvent des nouveaux peptides qui sont découvertes. Et grâce aux technologies, etc., ça permet d'aller plus vite. Et j'ose même pas imaginer si je commence à vous parler de l'IA et de la santé ensemble, ce qu'on peut faire pour identifier des maladies en amont, le fait que IMS commence à traquer toute la donnée avec un abonnement pour faire des prises de sang avec des centaines de marqueurs pour pouvoir traquer dans le temps et repérer les choses en avance. Il va se passer beaucoup de choses dans ce secteur. Et en plus de ça, eh ben, il y a des valorisations qui sont très 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 basses. On analyse, chacun fera ses propres projections. Et quand je vois ces valorisations, je peux pas m'en empêcher que d'investir. J'avais racheté du IMSS il y a pas longtemps, comme je vous l'avais dit. J'ai toujours mon LifeMD en portefeuille. J'avais même des puts dessus. Novo, j'ai pas encore acheté. Il faudrait que ça baisse un peu. Là, c'est remonté, ça s'est bien comporté, tant mieux pour eux. D'ailleurs, LifeMD aussi s'est bien comporté là récemment, parce qu'il y a des rumeurs d'un partenariat entre les deux. Donc voilà. Encore une fois, pour finir cette vidéo, je voulais parler du coup du long terme contre court terme, parce que tout ce que je vous dis ici, moi, que IMSS, il y a un an, elle était à combien il y a un an? Elle était sous les 30 dollars, qu'aujourd'hui elle soit à 35, qu'il y a 6 mois, elle était à 60. Bah, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Euh, sur le court terme, c'est pas quelque chose que je suis trop. Par contre, j'essaie, en fait, d'avoir au maximum cette mentalité long terme. Des fois, on me demande, oui, pourquoi tu peux pas parler d'action, telle ou telle action, etc. Déjà, j'ai pas envie de faire des vidéos. Si je vous parle de IMSS, de LifeMD, de Google toutes les semaines, bon, on va tourner en rond. Et si je vous parle que, entre guillemets, je viens d'acheter cette nouvelle action ou le nouveau top 3 PEA ou je sais pas quoi, c'est pas des vidéos qui vont m'intéresser et puis je vais vous faire 2 vidéos par an quoi. Donc je suis obligé de parler de plein de sujets, de plein d'entreprises, même si je peux pas tout acheter, j'ai des places limitées en portefeuille. Et je prends cette distance aussi parce que ben, souvent entre 2 trimestres, si n'importe quelle entreprise, je sais pas, Amazon, si Amazon corrige demain, c'est l'offre et la demande sur le marché, ça peut être des peurs, etc. Moi je l'ai analysé le trimestre précédent et j'attends les résultats du prochain trimestre pour voir la valeur de l'entreprise, quelles sont les marges, quelles sont la croissance. Et encore une fois, vous avez l'offre et la demande sur le marché, ça fluctue. Très souvent, le marché, il ne sait pas trop quoi faire de ces entreprises parce qu'il ben, il a certainement du mal à les valoriser. Et c'est l'offre et la demande, il y a des émotions là-dedans. Et ensuite, tous les trimestres, les résultats, on fait les analyses ensemble. J'en fais énormément sur YouTube, vous le savez. Il y a des périodes où il y a un peu moins d'analyse, comme maintenant, parce qu'il bah, n'y a pas de résultats, les marchés sont calmes. Donc je fais des vidéos un petit peu plus fondamentales comme celle-ci. Et quand les résultats arriveront, ben, rationnel. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que j'avais prévu dans mes fichiers? Où on en est? Et ça me permet de dissocier la mentalité court terme de oh mon Dieu, pourquoi ça a baissé? Quelle est la nouvelle du jour?
Et si rien n'a changé fondamentalement dans le business, la nouvelle du jour, elle m'importe assez peu. Si j'apprécie une instruction à 10 $ et que je l'apprécie toujours à 8 $ et que le marché me fait un moins 20%, c'est une opportunité, du moment que rien n'a changé, que la valeur par rapport à ce que je paye est toujours là. Donc voilà, évidemment, je suis obligé à cause de YouTube de parler souvent des entreprises parce que, bah, vous me le demandez et on est quand même des, dizaines de milliers de personnes qui regardent parce que je peux voir avec YouTube les, personnes individuelles qui regardent, le nombre de personnes uniques qui regardent. Donc forcément, je reçois énormément de sollicitations, énormément d'infos, donc j'essaie de traiter au maximum. Mais c'est pour ça que des fois une vidéo fondamentale où je fais des rappels de fonds peut aider énormément de dossiers, parce que chacun a des entreprises différentes mais les fondamentaux et d'analyse sont les mêmes sur chaque entreprise. Donc voilà, je voulais refaire un petit peu ce rappel court terme contre long terme, l'offre et la demande contre la valeur, et les méthodes d'analyse qui vont très bien d'une entreprise à l'autre. Et c'était une vidéo que bah, j'avais vraiment envie de faire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'espère qu'elle vous aura intéressé en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme d'habitude, vous avez en description. En plus, c'est sans engagement. Donc bah, vous pouvez tester pour un mois. Et après, vous voyez si ça vous correspond ou pas, la manière qu'on a de travailler en fait tous ensemble dans la communauté. On échange énormément. D'ailleurs, un grand merci à votre soutien depuis les débuts. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.